Bienvenue sur The Human Limit. La civilisation est une chose fragile. Nous aimons penser qu'elle repose sur des fondations solides, sur des lois, des religions, et cette croyance partagée que chaque vie est sacrée. Mais la vérité est que la civilisation est un luxe réservé à la terre ferme. Elle nécessite un sol stable sous vos pieds et un soleil prévisible au-dessus de votre tête. Lorsque vous quittez la côte, lorsque le dernier phare s'efface dans la brume et qu'il n'y a plus rien sous vous que 6 kilomètres d'eau noire et écrasante, les règles changent. L'océan ne se soucie pas de votre morale. Il ne reconnaît ni votre rang, ni votre compte en banque, ni la famille qui vous attend au pays. L'océan ne comprend que la physique, il comprend le déplacement, il comprend la flottabilité. Et parfois, l'océan exige un décompte, un échange, une vie pour une autre. Ce soir, nous plongeons au cœur de l'Atlantique Nord. Nous sommes au milieu de l'hiver, en 1954. Le cargo s'appelait le SS Ventress. C'était une coque rouillée transportant du minerai de fer, fendant des vagues de la taille d'immeubles. À 2h14 du matin, la coque a gémi une dernière fois et a simplement abandonné. Imaginez le son. Pas seulement les alarmes, car elles sont attendues. Imaginez le son de 10 000 tonnes d'acier tordu comme une canette de soda. Le cri des rivets qui sautent sous la pression. Et l'eau. Pas une éclaboussure, mais un rugissement. Une intrusion froide, violente, qui sent le gasoil et le sel ancien. Dans le chaos, au milieu des embruns gelés et de la nuit d'encre, un seul canot de sauvetage a été mis à l'eau. Le canot numéro 4. Il était conçu pour 12 hommes. 12. C'était la capacité gravée sur la plaque de cuivre près de la barre. Mais quand le Ventress a fini par glisser sous les vagues, disparaissant dans l'abysse avec un bruit de Dieu agonisant, 15 hommes s'agrippaient à ce bateau. 15 hommes dans un espace prévu pour 12, dans une mer qui réclamait déjà son dû. Avant de poursuivre ce récit et de découvrir ce qui s'est passé dans l'obscurité de ce canot, si vous appréciez ces plongées documentaires dans les dilemmes les plus extrêmes de l'existence, je vous invite à vous abonner à la chaîne The Human Limit et à laisser un j'aime sur cette vidéo. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à explorer ces frontières invisibles de l'âme humaine. Ce qui suit est la confession d'Elias Thorne. Il était le premier officier, l'homme laissé aux commandes du canot numéro 4. Il n'en a jamais parlé au tribunal. Il ne l'a jamais dit à sa femme. Il a tout écrit dans un journal des semaines avant de mettre fin à ses jours dans une chambre de motel du Maine. Dans ce journal, Thorne décrit l'obscurité. Il écrit que la nuit n'était pas noire, parce que le noir est un mot trop doux. C'était un vide. C'était comme si l'univers s'était éteint, ne laissant que 15 hommes et le bruit de l'eau. Ses mains ne lui semblaient plus siennes, c'étaient des blocs de glace fusionnés au bois des rames. Ils avaient tiré 15 âmes des remous souillés de pétrole, mais ils sentaient le bateau sous eux, il était lourd. Il ne dansait plus sur les vagues, il s'enlisait. Chaque fois qu'une houle passait, les plabords plongeaient. Un demi-centimètre de l'Atlantique se déversait à l'intérieur, puis un autre. Ils écopaient avec leurs bottes, avec leurs mains en coupe, mais les mathématiques étaient contre eux. Ils représentaient 1500 kilos de viande dans un vaisseau conçu pour 1000. Et le froid était le véritable bourreau. Il commence par les doigts, puis il rampe le long des bras, cherchant le cœur. Thorne savait. Il regardait les hommes autour de lui. Il voyait la panique dans leurs yeux, les regards aux pupilles dilatées d'hommes qui comprenaient qu'ils avaient survécu au naufrage uniquement pour être invités à des funérailles lentes et glaciales. Le Ventress avait disparu. Aucun signal de détresse n'avait été confirmé. Ils étaient à des centaines de milles des routes maritimes. Et le bateau coulait. Pas dans 1 heure, pas dans 10 minutes. Maintenant. À chaque respiration, le canot s'enfonçait d'une fraction de millimètre supplémentaire. Thorne devait faire un choix qui entrait chaque seconde du reste de sa vie. Il n'avait pas de comité, il n'avait pas de juge, il n'avait que le froid et le bois qui sombraient. Il devait se demander comment on choisit qui mérite de respirer. Dans ses écrits, Thorne admet qu'il a observé son équipage.
C'étaient des hommes avec qui il avait partagé son café, des hommes dont il connaissait les noms des enfants. Il a vu Miller. Miller n'avait que 21 ans, un garçon de l'Ohio. Ses jambes avaient été broyées lorsque le bossoir s'était brisé pendant le lancement. Il délirait, appelant sa mère, son sang se mélangeant à l'eau salée au fond du bateau. Il occupait la place d'un homme qui pouvait ramer, d'un homme qui pouvait combattre l'océan. Puis il y avait Henderson. C'était le plus vieux d'entre eux. Il était dans la salle des machines quand la chaudière avait explosé. Ses poumons étaient brûlés. Chaque respiration qu'il prenait sonnait comme du papier de verre sur du verre. Il mourait, mais il ne s'en était pas encore rendu compte. Et puis il y avait le cuisinier, un homme qu'ils appelaient Sully. Sully était catatonique. Il fixait ses propres mains bleues, refusant d'écoper, refusant de bouger, refusant de reconnaître le monde. C'était un poids mort. Thorne a regardé l'eau. Elle était à 2 centimètres du bord. Il a regardé les 9 hommes qui écopaient encore, leurs visages masqués par une terreur brute, animale. Il savait que s'ils ne faisaient rien, la prochaine grande vague les submergerait. Ils seraient tous à l'eau. En 30 secondes, leur rythme cardiaque monterait en flèche. En 2 minutes, leurs muscles se figeraient. En 5 minutes, 15 corps flotteraient face contre terre dans le noir. Il était le premier officier. La loi de la mer dit que le capitaine est responsable de la sécurité de l'équipage. Mais la loi de la mer ne vous dit pas comment assassiner vos frères pour sauver les autres. Thorne n'a pas demandé de volontaire. Il savait que personne ne lèverait la main. À ce moment-là, la limite humaine n'est pas une question de force. C'est la prise de conscience terrifiante que vous êtes capable de tout quand le vide vous fixe en retour. L'exécution a commencé à 3h30 du matin. Thorne s'est levé. Le canot a basculé violemment. Les hommes ont crié, pensant qu'il chavirait. Thorne a sorti son pistolet de détresse. Il ne l'a pas utilisé pour tuer, mais il le tenait parce que c'était le seul symbole d'autorité restant au monde. Il a appelé le nom de Miller. Thorne s'est penché. Miller était trop faible pour se battre. Il n'était qu'un sac d'os brisé et de laine mouillée. Thorne l'a saisi par son gilet de sauvetage. Les autres survivants n'ont pas aidé, mais ils ne l'ont pas arrêté non plus. Ils ont reculé. Ils ont créé un vide dans la géographie du bateau. Ils ont laissé à Thorne l'espace nécessaire pour être un monstre. Miller n'a même pas crié, pas au début. Il a juste regardé Thorne avec des yeux qui avaient déjà accepté la fin. Thorne l'a projeté par-dessus bord. Le garçon a frappé l'eau avec un bruit sourd. Le canot a remonté d'1 centimètre. 1 centimètre de vie, acheté avec une âme humaine. Mais ce n'était pas suffisant. Le bateau était toujours lourd. L'Atlantique avait encore faim. Thorne a tourné son regard vers Henderson. Henderson l'a vu venir. Il a essayé de parler, mais sa gorge n'était qu'une ruine de cendres et de sel. Il a juste secoué la tête. Il s'est agrippé au rebord du bateau avec une force que Thorne ne soupçonnait pas chez un vieil homme. Thorne a dû lui arracher les doigts, un par un. Dans son journal, il dit qu'il peut encore entendre le bruit de ses ongles grattant le bois. Cela sonnait comme un chat à une porte. Thorne a regardé les autres. Il leur a crié de l'aider. Il leur a dit qu'ils allaient tous mourir s'ils ne l'aidaient pas. Ils ont juste fixé leurs bottes. Ils étaient déjà morts à l'intérieur. Il l'a poussé. Henderson n'a pas coulé immédiatement. Il a flotté là, ses cheveux blancs s'étalant dans le pétrole. Il n'a pas essayé de nager. Il est juste resté là, oscillant contre le flanc du bateau, fixant les hommes qui venaient de le jeter. Thorne a dû utiliser une rame pour le pousser dans l'obscurité. Il a repoussé son ami comme s'il s'agissait d'un morceau de bois flotté. Et puis il y avait Sully, le cuisinier. Sully était l'homme le plus imposant du navire. Le pousser n'allait pas être facile. Et maintenant, l'adrénaline dans le bateau s'était transformée en autre chose, une fièvre. Les survivants restants comprenaient ce qui se passait. Ils comprenaient que leur vie était payée avec du sang. Thorne a marché vers Sully, mais Sully s'est réveillé. La catatonie a rompu. Il a vu que Miller n'était plus là. Il a vu qu'Henderson n'était plus là.
Il a vu Thorn debout au-dessus de lui avec des yeux de requin. Ils se sont battus. Dans ce minuscule canot vacillant, entouré de 1000 milles de néant, deux hommes ont lutté pour le droit d'exister. C'était un mélange de coups de coude et de dents. Le bateau a failli chavirer 3 fois. L'eau s'est déversée à l'intérieur. Les autres survivants ont fini par bouger, mais pas pour aider Thorn. Ils ont bougé pour maintenir l'autre côté du canot afin qu'ils ne basculent pas tous dans la tombe. Finalement, Thorn a saisi la gorge de Sully. Il a pressé son pouce sur la trachée. Il a utilisé le poids de sa propre culpabilité pour repousser l'homme en arrière. Sully est passé par-dessus bord, mais il n'a pas lâché prise. Il a saisi le cordage de sécurité. C'est la partie que Thorn a écrite sur la dernière page de son journal. La partie qui l'a empêché de dormir jusqu'au jour de sa mort. Sully ne l'a pas maudit, il n'a pas supplié. Il a levé les yeux vers Thorn, son visage à quelques centimètres de l'eau glacée. Il a regardé le bateau, puis il a regardé Thorn, et il a dit « Ne les laisse pas oublier que j'étais là, Elias. Dis à ma fille que j'ai essayé. » Et puis il a simplement lâché prise. Il n'a pas attendu que Thorn le pousse. Il a choisi de glisser dans le noir pour que le bateau arrête de tanguer. Il a offert à Thorn le cadeau d'une conscience tranquille. Et Thorn a écrit que c'était la chose la plus cruelle que quelqu'un lui ait jamais faite. À 4h15 du matin, le canot flottait 7 cm plus haut sur l'eau. L'équipage s'est arrêté. Les 12 hommes restants se sont assis en cercle, épaule contre épaule, grelottant dans un silence si lourd qu'il semblait capable de briser le monde. Personne n'a parlé. Personne n'a regardé Thorn. Ils étaient vivants. Les mathématiques avaient fonctionné. 15 moins 3 égale la vie. Le navire de sauvetage, un pétrolier norvégien, les a trouvés à l'aube. Le soleil a rampé sur l'horizon, un disque froid et pâle qui n'offrait aucune chaleur, seulement la clarté nécessaire pour voir ce qu'ils étaient devenus. Lorsque les marins du pétrolier ont regardé dans le canot numéro 4, ils ont vu 12 fantômes. Ils ont vu des hommes qui semblaient avoir été vidés de l'intérieur. Thorn a été le dernier à monter à l'échelle. Il a refusé de lâcher la barre tant que chaque homme n'était pas en sécurité. Il y a eu une enquête, bien sûr. Il y en a toujours une. Le Conseil maritime de Londres, les avocats des assurances, ils voulaient tous savoir ce qui s'était passé. Ils ont posé des questions sur la capacité. Ils ont posé des questions sur les disparus. Les 12 survivants ont raconté la même histoire. Miller, Henderson et Sully avaient été emportés par une vague scélérate pendant le lancement. Un accident tragique, un acte de Dieu. Ils ont menti, tous. Ils étaient co-conspirateurs dans un pacte de survie silencieux. Ils savaient que s'ils disaient la vérité, ils devraient admettre que leur vie était construite sur les cadavres de leurs amis. Ils ont choisi de vivre avec le mensonge plutôt que de mourir avec la vérité. Elias Thorn n'a jamais été inculpé de crime. Il a même reçu une citation à l'ordre pour son leadership sous pression. Il a passé les 20 années suivantes à travailler dans un chantier naval, ne retournant jamais en mer. Il est devenu un homme de peu de mots, un homme qui restait loin de l'eau. Mais la mer n'oublie pas, et l'esprit humain n'est pas conçu pour supporter un tel poids. Dans sa dernière entrée, Thorn a écrit que les avocats appellent cela la loi de la nécessité. Les prêtres appellent cela un péché de survie. Mais lui savait ce que c'était. C'était un meurtre au ralenti. Il a écrit qu'il pouvait encore sentir la main de Sully sur la corde. Il pouvait encore sentir le bateau remonter alors qu'il lâchait prise. Chaque fois qu'il prenait une inspiration, il avait l'impression de la lui voler. Nous aimons juger Elias Thorn depuis le confort de nos chambres chaudes, avec notre café et nos sols stables. Nous aimons dire que nous serions restés. Nous aimons dire que nous serions allés à l'eau nous-mêmes. Mais tant que vous n'êtes pas dans ce bateau, tant que vous ne sentez pas le froid voler votre cœur et l'eau lécher vos chevilles, vous ne savez pas qui vous êtes. Était-ce un crime? Ou était-ce le seul acte de miséricorde disponible dans un monde sans lumière? Si vous aviez été l'une des 12, auriez-vous parlé?
Ou seriez-vous resté assis dans le noir, écopé l'eau, en remerciant Dieu que ce ne soit pas vous? Les mathématiques sont simples, le coût est infini. Le bruit de l'océan est une chose obsédante quand on réalise qu'il s'agit du plus grand cimetière sur Terre. Pour Thorne, le bruit d'un robinet qui goutte ou de la pluie frappant le toit suffisait à ramener l'odeur du gasoil et la vision des cheveux blancs d'Henderson. Il a passé ses dernières années dans une petite ville du Maine, aussi loin des quais qu'il pouvait l'être, mais l'Atlantique n'est jamais vraiment loin. Il est dans l'air, il est dans le sel sur la peau. Il vivait dans un état de dette perpétuelle, une dette qu'il savait ne jamais pouvoir rembourser. Il a dit un jour à un voisin que certaines personnes sont sauvées pour pouvoir vivre, et d'autres sont sauvées pour pouvoir témoigner. Mais Thorne ne pouvait pas témoigner. Il était piégé par les hommes mêmes qu'il avait sauvés. S'il disait la vérité, il détruirait les vies des 11 autres hommes qui étaient retournés auprès de leurs familles, de leurs épouses et de leurs enfants. Il portait leurs secrets comme une pierre dans sa poche, devenant plus lourd à chaque année qui passait. La limite humaine n'est pas un point fixe. Elle bouge. Elle se déplace en fonction de la quantité d'air qu'il reste dans la pièce ou de la quantité d'eau qu'il y a dans le bateau. Nous voulons croire en des héros qui se sacrifient, et ces gens existent. Mais nous devons aussi reconnaître les survivants, ceux qui font l'impensable pour que l'espèce continue. Cette nuit-là, en 1954, Elias Thorne n'était pas un héros, et il n'était pas un méchant. C'était un homme pris dans les engrenages froids d'un univers mécanique. C'était un homme qui regardait une plaque de cuivre indiquant 12 et une réalité indiquant 15, et il a choisi le seul chemin qui ne se terminait pas par un silence total. Lorsqu'on a trouvé son corps dans cette chambre de motel, son journal était posé sur la table de nuit, ouvert à la première page. Il n'y avait pas de note de suicide, juste le grand livre d'un homme qui avait enfin terminé ses calculs. Il avait passé 20 ans à chercher un moyen d'équilibrer les chiffres, de trouver une solution où Miller, Henderson et Sully n'auraient pas eu à mourir pour qu'ils puissent vivre. Mais les mathématiques de la mer sont absolues. Elles n'acceptent pas les excuses. Elles n'acceptent pas le regret. Elles n'acceptent que l'échange. Au cours de votre semaine, assis dans le confort de votre foyer, écoutez le silence. Écoutez le sol stable sous vos pieds. Et souvenez-vous du canot numéro 4. Souvenez-vous que la mince ligne entre un homme civilisé et un monstre n'est souvent que de 7 cm de déplacement dans une mer froide et sombre. Nous espérons tous que nous serions celui qui lâche prise. Nous espérons tous que nous serions Sully, offrant le cadeau de la vie avec un dernier mot tranquille. Mais la vérité est que la plupart d'entre nous sont juste ceux assis en cercle, écopés l'eau, fixant leurs bottes et attendant que le soleil se lève sur un monde qui ne sera plus jamais le même. Merci d'avoir été avec nous sur The Human Limit. Puissiez-vous ne jamais avoir à apprendre où se trouve réellement votre limite. Pensez aux hommes qui sont restés dans le bateau. Pour le reste de leur vie, chaque fois qu'ils voyaient un jeune homme de l'âge de Miller, ou un vieil homme avec le rire d'Henderson, ou qu'ils goûtaient un repas comme ceux que Sully cuisinait, ils se souvenaient du prix de leur pouls. Certains d'entre eux se sont tournés vers la bouteille. Certains sont devenus excessivement religieux, essayant de négocier avec un Dieu qu'ils estimaient avoir trahi. Mais tous portaient le canot en eux. C'était un vaisseau fantôme, invisible pour tous les autres, mais toujours là, tapis dans les coins de leur salon. C'étaient 12 hommes liés par un crime de nécessité, une confrérie d'ombre. Le journal de Thorne se terminait par une réflexion finale sur la nature de la miséricorde. Il écrivait que peut-être la plus grande miséricorde n'était pas d'être celui qui vivait, mais d'être celui qui partait dans le noir. Parce que ceux qui partaient dans le noir en avaient fini avec la lutte. Ils en avaient fini avec le froid. Ils en avaient fini avec les choix impossibles. Mais pour ceux qui restaient, la lutte ne faisait que commencer. Ils devaient vivre avec le souvenir des ongles sur le bois. Ils devaient vivre avec la vision des cheveux blancs dans le pétrole. Ils devaient vivre avec le poids des respirations qu'ils prenaient, sachant qu'elles étaient volées.
La mer garde ses secrets, mais elle les partage aussi avec ceux qui écoutent. Si vous vous tenez sur la rive de l'Atlantique Nord par une froide nuit d'hiver et que vous écoutez le rugissement des vagues contre les rochers, vous pourriez l'entendre. Vous pourriez entendre le cri de l'acier. Vous pourriez entendre l'éclaboussure de l'eau. Et si vous écoutez de très près, vous pourriez entendre une voix dans le vent, une voix disant « Ne les laisse pas oublier que j'étais là ». Nous n'avons pas oublié Sully. Nous n'avons pas oublié le coup du canot. En fin de compte, Elias Thorne n'est pas mort d'un manque d'air ou d'un manque de lumière. Il est mort du poids du déplacement. Il est mort parce qu'il avait enfin atteint la limite humaine, le point où l'âme ne peut plus porter ce que le corps a dû faire pour survivre. Il a rejoint son équipage de la seule façon qu'il connaissait, laissant derrière lui un journal jauni et une question qui n'aura jamais de bonne réponse. Nous aimons penser que nous sommes différents. Nous aimons penser que nous sommes meilleurs. Mais l'océan est toujours là, attendant, froid et indifférent, prêt à nous rappeler que lorsque les lumières s'éteignent et que le sol disparaît, nous ne sommes que des âmes dans un bateau, essayant de rester à flot dans un univers qui se moque que nous coulions ou que nous nagions. Pensez au silence qui a suivi la dernière éclaboussure. C'est la partie que Thorne a eu du mal à décrire. Il a dit que c'était un silence qui semblait peser, comme s'il s'agissait d'une présence physique dans le bateau. Ce n'était pas seulement l'absence de son, c'était la présence d'un jugement absolu. Les 9 hommes qui restaient ne regardaient pas Thorne, non pas parce qu'ils étaient en colère, mais parce qu'ils avaient honte. Ils avaient honte de leur propre soulagement. Ils avaient honte de la façon dont leur cœur battait un peu plus vite et un peu plus fort alors que le bateau remontait sur l'eau. Ils avaient honte de vouloir vivre si désespérément qu'ils étaient prêts à laisser Thorne être le meurtrier pour eux. C'est cela la véritable limite humaine. Ce n'est pas seulement ce que nous sommes prêts à faire pour survivre, c'est ce que nous sommes prêts à laisser les autres faire en notre nom. Nous déléguons notre obscurité. Nous laissons nos dirigeants, nos soldats, nos officiers faire le sale boulot pour que nous puissions garder nos mains propres. Mais dans ce canot, il n'y avait pas de distance. Il n'y avait pas de délégation. Ils ont tous senti le changement dans le bois. Ils ont tous senti l'air devenir un peu plus facile à respirer. Ils tenaient tous la rame qui repoussait les autres. Elias Thorne a pris le blâme parce que c'était son travail. C'était l'officier. C'était celui qui devait faire l'entrée dans le journal de bord. Mais le journal de bord était vide. L'océan avait effacé l'encre. Tout ce qu'il restait, c'était le souvenir du froid. Thorne a écrit qu'il avait passé le reste de sa vie à essayer de se réchauffer. Il s'asseyait près du feu dans sa maison du Maine, les flammes rugissantes, la chaleur brûlant sa peau, mais il sentait toujours l'Atlantique Nord dans sa moelle. Il sentait toujours l'hiver de 1954 dans son sang. Il a écrit que l'océan est un miroir. Quand vous regardez dedans, vous ne voyez pas l'eau, vous vous voyez. Vous voyez les parties de vous-même que vous essayez de cacher à la lumière du jour. Vous voyez l'animal qui vit à l'intérieur du costume et de la cravate. Vous voyez l'homme qui pousserait son frère dans le noir pour voir l'aube. Et une fois que vous avez vu cet homme, vous ne pouvez plus jamais cesser de le voir. Il vous suit. Il s'assoit à votre table. Il dort dans votre lit. C'est lui qui finit par vous fermer les yeux. Quand le pétrolier norvégien est arrivé, les marins pensaient sauver 12 héros qui avaient survécu à l'impossible. Ils leur ont donné des couvertures, ils leur ont donné de la soupe chaude, ils leur ont dit qu'ils avaient de la chance. Mais les hommes du canot numéro 4 ne se sentaient pas chanceux. Ils se sentaient pris au piège. Ils avaient l'impression d'être ramenés dans un monde auquel ils n'appartenaient plus. Ils avaient franchi la limite humaine, et une fois qu'on l'a franchie, il n'y a plus de retour possible. Vous êtes désormais citoyen d'un pays différent, un pays d'ombre et de sel. La confession de Thorne est une carte de ce pays. C'est un guide pour les endroits où nous espérons ne jamais avoir à aller. C'est un rappel que le coût de la vie est souvent payé avec des pièces que nous ne voulons pas manipuler. Alors que l'ampoule s'éteint et que l'obscurité envahit cette pièce, souvenez-vous d'Elias Thorne. Souvenez-vous du canot 4
et souvenez-vous que l'océan est toujours là, mesurant le déplacement, attendant le prochain échange. Les mathématiques sont simples, le coût est infini. Dormez bien, si vous le pouvez, sachant que le sol sous vous est solide, pour l'instant. Mais n'oubliez jamais avec quelle rapidité il peut se transformer en eau. La limite humaine est plus proche que vous ne le pensez. Elle n'est qu'à une vague de distance. Elle n'est qu'à un choix de distance. Et dans le noir, les mains de tout le monde se ressemblent. Le sang de tout le monde a la même couleur dans le pétrole. Nous sommes tous 15 et le bateau n'en contient que 12. Qui êtes-vous dans le noir? Êtes-vous celui qui pousse, celui qui est poussé, ou celui qui reste silencieux et regarde l'eau monter? L'océan connaît déjà la réponse. Un jour, vous la connaîtrez peut-être aussi. D'ici là, nous restons sur la terre ferme, accrochés à nos lois et à notre morale, et nous prions pour que la tempête ne vienne jamais pour nous. Parce que la tempête se moque de vos prières, elle ne se soucie que des mathématiques, et les mathématiques ne mentent jamais. Merci d'avoir écouté The Human Limit. Jusqu'à la prochaine fois, gardez la lumière allumée. On ne sait jamais quand l'obscurité commencera à monter. On ne sait jamais quand le bateau commencera à couler. Et quand cela arrivera, souvenez-vous des ongles sur le bois. Souvenez-vous des cheveux blancs dans le pétrole. Souvenez-vous de ce lit, parce que si nous les oublions, le déplacement n'aura servi à rien. Si nous les oublions, alors c'est nous qui sommes véritablement perdus en mer. Bonne nuit.